Et à tous, Yarana, bienvenue sur ce nouvel épisode des Curious Buzz, Curious Buzz épisode 5. Et une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dans les locaux de notre invité aujourd'hui pour une très bonne et simple raison, c'est que les locaux, les bureaux de notre invité sont sur la selle d'un scooter et du coup ça aurait été très difficile d'y enregistrer une émission. Donc nous sommes dans les studios aujourd'hui de Pacific Venturi et si vous nous regardez sur la chaîne YouTube, vous pourrez avoir un petit aperçu de à quoi ressemble notre studio improvisé à domicile. Et donc aujourd'hui, je vous disais, nous recevons un entrepreneur qui a du moteur et qui a du carburant dans sa motivation puisqu'il s'agit de Arthur, le fondateur de HelloScoot. HelloScoot, c'est une application de scooter partagé, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Yorana. Yorana Arthur, bienvenue chez nous du coup. Merci bienvenue beaucoup. à Pacific Venturi, bienvenue dans ce nouvel épisode du Curious Buzz. Alors si vous ne connaissez pas encore HelloScoot, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. pour découvrir ce service unique et nouveau en Polynésie qui est en train de se mettre en place et qui vous permettra de vous déplacer cheveux au vent mais avec un casque dans les rues de la capitale de Tahiti à Papeete. Donc si vous nous écoutez hors de Tahiti et que vous prévoyez des vacances à Tahiti prochainement, vous aurez très bientôt un moyen fun et sympa de vous déplacer pour visiter nos belles îles. Arthur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Là aussi pour ceux qui nous regardent, Arthur est prudent et porte un masque. Et ça devrait pouvoir le faire pour le son. Merci du coup de prendre soin de ça. Parce que nous sommes effectivement dans un nouveau contexte, un nouveau monde et on aura sûrement l'occasion d'en parler. Alors pour démarrer, juste pour s'échauffer un petit peu, comment ça va? Très bien, super. Lundi sur les chapeaux de roue, mais super semaine qui commence. C'est le dire pour HelloScoot. Exactement. Ok, ça marche. Alors, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas ton projet, tu peux nous présenter HelloScoot? Oui, alors HelloScoot, c'est un service de scooters partagés, des scooters électriques rechargés par énergie solaire, qui seront en libre service à Papeete. On espère d'ici la fin de l'année. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fournir un moyen de transport alternatif au transport en commun, au bus ou alors à la voiture, pour pouvoir faire des petits trajets quand on a besoin d'aller faire une course à la poste, dans une boutique ou aller récupérer quelqu'un. Donc des scooters qui sont réservables avec une application mobile, Android ou iOS, on y travaille en ce moment, et tu vas pouvoir t'inscrire, mettre ta carte d'identité, ton permis de conduire, ta carte de crédit, et ensuite louer un scooter que tu paieras uniquement à la minute. Donc plus besoin de le prendre pour une journée complète ou une demi-journée, tu peux le prendre juste 10 minutes en allant à un point A et en déposant à un point B directement sans avoir à t'embêter de quoi que ce soit. Tout ça avec bien sûr, on prend en charge la recharge du scooter, donc il n'y a pas de frais supplémentaires, on vous fournit les casques avec des charlottes pour l'hygiène bien sûr, et on inclut avec une assurance tout risque, puisqu'on essaie de faire en sorte que la sécurité soit vraiment au centre de la démarche, puisque c'est un des freins qu'on a eu dans le projet. Voilà. D'accord, donc on arrive, on a l'app, on réserve même pas le scooter, on regarde où est-ce qu'il y a un scooter de disponible, exactement. On valide, on monte dessus et puis on est parti. Voilà, exactement. On n'a rien à payer à part le prix de la course. Exactement. L'inscription est gratuite et après le prix de la course devrait se faire aux alentours de 49 francs la minute. Donc une dizaine de minutes correspond à 490 francs et en une dizaine de minutes on a fait presque Papeete de part en part, donc du coup c'est super économique. D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi le moyen du scooter et pas peut-être de la trottinette? Je pense notamment à Lime que je connais bien pour l'avoir utilisé, qui est un petit peu le même système, ou pourquoi ne pas avoir carrément pensé à la voiture? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce moyen, le scooter? Alors moi j'ai toujours été un amoureux des deux roues un peu. Donc, quand j'étais gamin, j'avais une Piwi 50 avec mes cousins dans les jardins des grands-parents. Donc on faisait des tours de jardin à non plus finir. Après pendant mes études, je me baladais en scooter en Indonésie. À Paris, dès qu'il y a eu les premiers scooters en libre service et les scooters électriques, j'ai très vite adopté ce système parce que ça ne me permettait pas de passer ma vie dans le métro. Et en fait je trouve que c'est un moyen où on se sent très libre. C'est très facile à garer, c'est très facile à entretenir et c'est très sympa à utiliser. Et après, en Polynésie et à Tahiti en particulier, les infrastructures pour la trottinette et le vélo en ville se prêtaient pas
forcément à déployer un service de ce type-là au démarrage. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être un autre système qui était plus dans le flot de la circulation actuelle tahitienne pour pouvoir ensuite mettre en place d'autres moyens de transport. Et la voiture, simplement parce qu'il y a des concurrents comme Avis, comme EcoCar et comme des très grosses boîtes qui du coup ont déjà des services de location de voitures et qui sont beaucoup plus efficaces que ce que j'aurais pu l'être. Alors que sur le scooter, je pouvais amener une expertise et quelque chose de différent, comme il n'y a pas encore de scooter électrique en circulation à Tahiti, ou alors 2 ou 3. Donc voilà, c'était une nouveauté complète et qui en plus collait avec la mobilité telle qu'on la connaît déjà à Tahiti. Oui, sachant que pour ceux qui connaissent un petit peu Papeete, la ville est très célèbre pour ses embouteillages, donc j'imagine que le 2 roues a plus de sens pour faciliter les déplacements. En plus, oui. Ok, d'accord. Alors, l'entreprise en elle-même, HelloScoot, donc elle développe l'application, elle développe l'ensemble de la plateforme, elle est propriétaire également des scooters, ou comment ça marche? Alors on s'appuie sur des partenaires qui ont déjà de l'expertise sur le développement de la plateforme. D'accord. On travaille avec un partenaire qui est le constructeur de scooters pour intégrer la plateforme avec le scooter, puisqu'il y a, c'est un projet d'ingénierie qui est assez complexe dans le sens où on doit faire communiquer un scooter qui est un top case dans lequel on met les casques et finalement une application mobile de quelqu'un qui peut être à 15 000 km de là où sont les serveurs. Donc il faut qu'on ait une connaissance assez poussée sur l'ensemble du processus. Donc ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on se pose avec des gens qui ont déjà de l'expérience sur ces sujets-là, des fournisseurs qui ont déjà de l'expérience sur ces sujets-là, et nous, on s'occupe surtout de faire très attention que ça correspond à la Polynésie et qu'on arrive à véhiculer les bonnes valeurs, que on a bien du franc Pacifique, que le wording est bien en tutoiement parce que c'est super important de garder ce côté de proximité. On s'assure aussi d'avoir des normes de sécurité qui correspondent au marché polynésien. Et donc en fait on le fait un peu à la sauce polynésienne avec une idée et des solutions qui sont déjà déployées ailleurs et donc éprouvées. Ouais. Alors tu parles de valeur, c'est un mot qui résonne très bien chez moi. Qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi c'est si important d'intégrer ça dès le démarrage du projet? Est-ce que ça peut pas être bloquant ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un accélérateur? Comment tu joues avec ça? Alors je trouve que les valeurs elles sont très moteurs dans la façon dont on va conduire son projet, c'est-à-dire que elles sont à la fois la vision, là où on veut aller, et ce qu'on veut porter comme idée et ce avec quoi les clients vont associer l'entreprise. Et donc c'est aussi un argument de marque en quelque sorte, mais c'est aussi quelque chose qui nous dit le matin, je me lève pour faire ce truc-là et c'est bien quoi. Ouais. Et c'est au-delà du côté financier et au-delà du côté rentabilité bancaire, c'est pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça apporte à moi, à ma femme, à mes amis, à ma famille qui vient me voir ici, etc. Et en plus, c'est un critère très important quand on a une décision à prendre. C'est-à-dire que une des problématiques que j'ai pu me poser, c'est notamment de recharger les scooters par énergie solaire ou pas. Parce que l'électricité à Tahiti, qui est fournie par EDT, a une grande majorité qui est produite avec des énergies renouvelables, 30 à 40%, et il y a toute une partie qui est produite avec une centrale à fuel et donc forcément des émissions, etc. Et donc il y avait cette question au démarrage du projet de est-ce que finalement on doit s'appuyer sur l'énergie qui est déjà dans le réseau, l'électricité qui est déjà dans le réseau, mais on risque d'avoir une partie qui est du coup pas d'énergie renouvelable et donc d'avoir des obstructions dans notre discours qui dit on fait de l'écologie à 100%, ou est-ce que finalement on dit qu'on va jusqu'au bout de la démarche en disant qu'on fait un transport vraiment écologique en installant une centrale solaire, mais du coup ça veut dire qu'il faut que tous nos chargeurs soient compatibles avec cette centrale qu'on va installer, ça veut dire qu'on rajoute X millions dans le projet, ça veut dire qu'on rajoute de la technicité dans la recharge, ça veut dire qu'il nous faut plus de place, ça veut dire que pour louer un local, il faut qu'on trouve un toit en plus du local. Voilà, donc c'est tout ça qui reste, qui est super important dans les valeurs qu'on porte, parce que quand on a le frein, si on a cette valeur en face, on se pose, la solution est plus facilement trouvée. Grâce à cette valeur qu'on veut porter et défendre. Ouais, donc c'est un aide à la décision quasiment. Presque, ouais, presque. Ok. Ouais. Donc HelloScoot, si je résume bien, c'est de l'ingénierie informatique, du coding pour l'application.
C'est de la maintenance mécanique pour le scooter, de la gestion de parc véhicule. C'est de la production d'énergie aussi, du coup, à terme. Donc ça fait des métiers quand même assez complexes. Toi, ton parcours personnel, c'est quoi alors? Comment tu es arrivé à faire cette entreprise aujourd'hui? Alors, moi, mon parcours, c'est que j'ai commencé à travailler dans des startups parisiennes. Donc, je suis parisien, je suis arrivé il y a quelques mois au Fénois. Et au début de ma carrière, j'ai travaillé dans des agences qui créent des sites web et des applications mobiles, notamment pour la conciergerie, donc la conciergerie d'entreprise, la conciergerie privée, des trucs qui étaient dédiés aux grandes entreprises. Et donc j'ai pu voir comment se passait tout un projet informatique. Et après ça, j'ai intégré une boîte de consulting. Donc c'était un peu le boom du conseil en France où tout le monde voulait avoir des consultants pour faire de la transformation digitale dans les très grandes boîtes. Voilà, exactement. Et donc, je suis devenu consultant en transformation digitale. C'était passionnant parce que du coup, j'ai pu rentrer dans des grandes entreprises, chez des grands énergéticiens, dans lesquels j'ai vu la complexité qu'il pouvait y avoir dans les projets informatiques, dans des grandes structures comme celle-là. J'ai aussi pu voir comment ils travaillaient avec des startups, parce qu'il y avait beaucoup d'incubation de startups en interne ou alors de projets de rachat, de projets d'intégration, et également voir comment se passaient les réflexions sur la mobilité du futur, puisque les énergéticiens aujourd'hui, ils se posent vraiment cette question. Donc quand on est producteur de pétrole ou distributeur de pétrole, il est cette question de dire qu'est-ce qu'on va faire demain quand on ne pourra plus vendre de pétrole, soit parce qu'il n'y en a plus, soit parce que les gens roulent qu'à l'électrique. Et donc il y avait énormément de réflexions autour des nouvelles mobilités. Comment on fait pour déployer des bornes de recharge électrique, comment on fait pour soutenir finalement le marché des vélos électriques ou des scooters électriques qui se développent en disant on doit aller choper des revenus chez ces gens-là parce que finalement c'est des clients qu'on n'a plus en station-service. Donc tout ça, ça m'a amené sur cette réflexion des sujets de mobilité de manière générale. Et en venant à Tahiti, c'est vrai que il y a 1000 choses à faire quand on est entrepreneur et qu'on a des idées. Et c'était un des sujets que je trouvais intéressant, puisqu'on a à la fois le côté quand on loue une voiture ou quand on loue un scooter ici, c'est du papier qu'on signe en 3 exemplaires, on laisse une photocopie de sa carte d'identité, il faut attendre à l'agence en faisant la queue, etc. Je caricature un petit peu, mais finalement c'est un peu ça. Et puis on a toujours la clé. La voiture, il faut la garder, même si finalement on l'utilise 2 heures dans la journée, il faut payer 24 heures. Et on est sur des changements d'utilisation finalement de la voiture. Moi, aujourd'hui, d'avoir une voiture en étant propriétaire, c'est un truc qui ne m'intéresse pas beaucoup, c'est cher, il faut la garer, il faut avoir un parking, il faut l'assurer, il ne faut pas se faire casser la vitre si tu laisses un sac à l'intérieur. Ce qui m'est arrivé la première fois que je suis venu à Tahiti en visite il y a 3 ans. Donc, tout ça, c'était des choses où finalement j'essayais de retrouver des services qui existaient déjà ailleurs, parce que je n'ai pas la prétention de faire de l'innovation dans le sens de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt d'amener une idée qui existe déjà ailleurs en mettant à la sauce polynésienne, en retrouvant les valeurs qui sont hyper importantes et fortes ici. D'accord, ok. Et donc HelloScoot, c'est ta première entreprise? C'est ma première vraie entreprise. Après, avant j'étais... et je suis toujours consultant indépendant en transformation digitale, la fameuse. Et ça me permet d'avoir un bon complément d'activité, parce que je collabore avec des entreprises, des grandes entreprises en Polynésie, qui me permettent d'avoir un autre regard sur la façon dont se passe la vie polynésienne, la vie d'entreprise, la relation avec les fournisseurs, avec les clients. Tout un tas de choses qui complètent beaucoup l'idée que je veux avoir d'HelloScoot et comment je vais mettre en place HelloScoot demain. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Et on est de retour avec Arthur de HelloScoot. On va rentrer un petit peu plus, Arthur, si tu veux bien, dans ta vie d'entrepreneur, puisque l'entrepreneuriat, au-delà d'un projet, c'est avant tout une vie, un projet de vie. Donc l'entreprise a été créée quand là? En juin 2019. Juin 2019, un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est ça. Ok. Et quand est-ce que tu prévois de lancer le service, on va dire, commercialement? Alors on espère lancer commercialement une première version au mois de novembre 2020, d'ici quelques semaines, avec une version adaptée pour les bêta-testeurs. Donc un pool de gens qui
qui seront bienveillants et sensibles à notre démarche pour nous aider à améliorer les premières heures du service. Et en fait, ça a été créé depuis juin 2019 parce comme il fallait fédérer des gens autour du projet, il était important qu'on ait déjà une image de société existante et pas seulement Arthur Secaldi tout seul qui avait une idée dans la tête. Donc c'est pour ça que la société existe déjà depuis 1 an et qu'on a seulement l'application là depuis quelques semaines. Donc du coup, tu disais tout à l'heure que tu es arrivé sur Tahiti, tu as lancé l'entreprise, ça a fait plein de changements personnels. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire à un moment donné, je vais me lancer, parce que tu avais déjà ta carrière de consultant, tu avais déjà ton parcours, etc. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? C'est assez simple, c'est ma fiancée, dont je suis très amoureux, est tahitienne, et médecin, et en fait c'est très dur pour, ce que j'ai vu, c'est que c'est très dur pour les Polynésiens qui viennent en hexagone pour étudier, puisque c'est de longues années, loin de la famille, les codes sont très différents, la météo est très différente, il fait froid, on mange pas la même chose, il n'y a pas la saison des fruits, etc. Donc pour elle, quand on s'est rencontrés, ça fait déjà 10 ans qu'elle était là-bas, et donc elle voulait absolument rentrer en Polynésie pour revenir soigner les seins, sa communauté, sa famille. Et donc pour moi c'était une évidence de venir ici, mais j'ai pris conscience que c'était peut-être un moment pour moi de faire un tournant sur les valeurs que je défendais dans mon boulot, sur ma carrière professionnelle, d'aller chercher un nouveau challenge ou de nouveaux objectifs. Et donc le démarrage a été simplement de dire est-ce que ça existe et est-ce que je peux le faire, quoi. Et à partir de là, les réflexions sont prises les unes après les autres. J'ai fait 1 ou 2 concours pour voir si l'idée prenait. Ça a super bien marché. On est arrivé second au concours du tourisme en 2019. Donc on a eu beaucoup de soutien pour démarrer un financement du projet. Et ensuite on a intégré Prism en novembre dernier, qui a été Prism, l'incubateur de la Chambre de commerce. Exactement, voilà. Et qui a été un super tremplin parce que c'est à la fois très compliqué en tant que Parisien nouvel arrivant de comprendre l'école, et je trouve très important d'arriver avec beaucoup d'humilité, de prendre le temps de rencontrer les différentes personnes, de comprendre quels sont les codes, de comprendre quelles sont les valeurs. Et à la fois, c'est hyper aussi important de ne pas être tout seul, pour pas lâcher le projet, et pour avoir un endroit où on peut échanger avec d'autres entrepreneurs, pour trouver des réponses à des questions. Donc c'est des trucs tout bêtes, c'est sur Illustrator, un matin tu te lèves et tu t'es dit je vais faire une nouvelle bannière pour ma page Facebook, et tu passes 4 heures parce qu'en fait tu n'arrives pas à te démerder avec les calques ou je sais pas quoi, et finalement Henri, qui est juste à côté de Sidaoud Fenoua, lui il travaille sur Illustrator toute la journée, donc en 10 minutes il te donne le tips et tu as gagné 4 heures, quoi. Donc c'est des choses comme ça qui font que c'était super important pour moi de faire partie de cette équipe Prism pour cette année. Ok, alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc là ça fait un petit peu plus d'1 an que tu es dans cette nouvelle expérience d'entrepreneuriat. Quelle a été la plus belle leçon que tu as apprise pendant un peu plus d'1 an là, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise, soit sur toi-même ou sur l'entreprise, etc. Ouais. Alors sur une des plus belles leçons, je pense, et c'est un clin d'œil à Capucine de Prism, c'est vraiment le sourire. En fait, quand on entreprend, on a amené à rencontrer vraiment 1 million de personnes. Et en fait, il y a un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oui, je me souviens de toi parce que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as souri. » Et en fait, je trouve que ce truc du sourire est hyper important dans les valeurs qu'on transmet et dans la façon dont on s'adresse aux gens. Et on rencontre tellement 1 million de personnes qu'il y a des gens, sur un instant T, on peut ne pas avoir spécialement affaire à eux pour le professionnel et les recroiser plus tard, et finalement qu'il y ait des choses qui se débloquent grâce à eux. Et donc il y a des choses comme ça extraordinaires où je travaille beaucoup avec la direction des transports terrestres, et où effectivement il y a des gens qui sont extrêmement souriants, extrêmement accueillants, et grâce à eux et grâce à leur temps et leur gentillesse, les choses ont pu avancer, et on sent que la bienveillance et le sourire, pour moi, c'était une leçon très importante. D'accord. Okay. Et le pire, je dirais, alors la pire expérience, sans y avoir réfléchi, je dirais, sans être la pire, qui est la plus stressante, c'est se réveiller la nuit en disant « mais merde, j'ai oublié ça ». Se dire le soir, quand tu te couches, tu as fait tes prévisions pour ton business plan, pour ton truc,
et tu dis merde, j'ai oublié ça. Et en fait, tous les matins, tu te retrouves à faire la même chose, tu te retrouves à refaire les mêmes calculs, tu te retrouves à refaire les mêmes projections, à repenser 10 fois la même chose. Et ça, je trouve que c'est le plus énervant, entre guillemets, parce qu'on a parfois l'impression de tourner en rond, en fait, et de pas avancer forcément à bon escient sur certaines questions. Et pour moi, ça a été le plus compliqué. Ouais. Est-ce que c'est lié à un problème de confiance en soi ou juste d'avoir la clarté sur le projet? C'est quoi qui te fait revenir sur ces calculs, sur ces choses Alors oui, il y a sûrement de la confiance, comme c'est une première entreprise, il y a besoin de communiquer quelque chose qu'on maîtrise vraiment pour montrer qu'on est la bonne personne pour porter le projet. Parce que finalement, le projet se fait que s'il y a quelqu'un qui le porte, quoi, sinon le projet n'existe pas. Et donc il y a ce truc d'incarner et donc de bien maîtriser son sujet, c'est de poser les bonnes questions. Et puis il y a aussi le fait que Hello Scout, comme ça s'inscrit dans une économie et un business model qui est un peu différent, donc c'est pas vraiment de la location classique, puisqu'on fait finalement de la location à la minute. Donc le scooter, il est fait pour être partagé, faire des chemins aller simples, pas aller-retour, on n'a pas de base. Donc il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser sur ce nouveau modèle économique et se dire, bon voilà, si chacun l'utilise 10 minutes, combien il faut de personnes pour l'utiliser par jour pour rentabiliser le scooter, la personne qui va changer les batteries, la personne qui va les réparer, le local, etc. Donc on n'a pas vraiment, j'ai pas d'abac en fait pour me dire, bon voilà, une société de location classique, c'est un taux de remplissage de 80%, donc si moi je base sur ça, a priori ça ira. Donc c'est ça qui a été difficile, c'est de trouver de la littérature et de trouver des choses pour se rassurer sur les projections et se rassurer sur la stabilité du modèle. Parce qu'il y en a plein qui existent déjà, mais bon, on a des exemples comme Autolib à Paris, qui sont des voitures électriques qui étaient branchées à des bornes et qui étaient en libre service, qui ont été arrêtées après quelques années. Donc malgré le succès du service ou le fait qu'il y ait beaucoup de clients, il y avait un point de rentabilité ou un accompagnement des institutions qui n'était pas bien câblé et qui ont fait que le service est arrêté. Donc ça c'est assez stressant, de trouver le bon modèle économique, la bonne façon de fournir aux clients le service au bon prix, pour pas que ça soit hors de prix et qu'en même temps ça soit utile et qu'en même temps on rentre dans nos frais et qu'en même temps on n'est pas passé 4 ans de sa vie avec un truc qui doit être jeté à la poubelle parce que ça ne sera pas rentable. Notamment quand on avance en territoire inconnu, parce que tu es le premier à faire ça localement, donc du coup tu n'as effectivement aucune référence exactement. Pour avancer. Quoi. Ouais. Et ça te fait pas trop peur? Comment tu gères ça? Comment tu avances malgré tout en te disant, en évitant de te dire oh là c'est trop compliqué, je jette l'éponge? Je me donne beaucoup d'excuses. Je me donne plein d'excuses. De bonnes excuses? Je sais pas si elles sont bonnes, mais je me dis que bon, au pire, j'ai 32 ans, donc si jamais je dois me planter, je pense que c'est le bon moment parce que j'aurai le temps de refaire quelque chose après. Je me dis que de toute façon, ça sera une expérience et que si ça peut permettre de déblayer le terrain sur la mobilité électrique, sur des services partagés, ça sera une bonne chose aussi. Je me dis que ça me permettra de toute façon de rencontrer 1 million de personnes et de faire des choses super intéressantes comme ce podcast que j'aurais peut-être pas fait autrement. Donc de toute façon c'est un cheminement qui apportera énormément de choses à moi personnellement. J'espère aussi à la Polynésie avec beaucoup d'humilité encore une fois, mais d'essayer de poser des questions sur voilà, pourquoi la mobilité électrique n'est pas plus développée ici, pourquoi les services partagés ne sont pas plus développés, est-ce qu'on a besoin de plus de porteurs qui ont des solutions ailleurs et qu'on doit amener ici, est-ce que c'est des solutions qui sont déjà ailleurs qu'on doit essayer d'aller séduire pour s'installer en Polynésie, en ayant moins peur d'être trop regroupés entre nous mais en étant un peu plus ouverts. J'espère que le projet servira à des choses comme ça et puis surtout je me donne beaucoup d'excuses, j'avoue. Ouais. Alors quand je t'entends sur cette réponse, j'ai l'impression que ton entreprise, tu l'envisages véritablement comme une contribution à la société locale. Est-ce que je me trompe, c'est ça Oui, tout à fait. Et est-ce que tu penses que ça fait partie vraiment de l'expérience d'entrepreneur que de se dire je fais ça pas que pour moi, pas que pour faire de l'argent, même si effectivement c'est le but d'une entreprise, mais pour aussi quelque chose de plus grand que ça? Je sais pas. Je pense qu'il y a des entrepreneurs
il y a des gens qui ont des idées et qui le font en se disant moi je trouve ça génial parce que j'adore ce produit, il va cartonner et les gens en ont besoin, et donc sans qu'il y ait forcément de visée derrière qui soit sociétale ou environnementale ou une portée de valeur quelconque. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec Hello Scout, moi j'ai essayé de me mettre beaucoup d'obstacles, enfin beaucoup d'étapes qui poussaient assez loin la réflexion. Dire que l'idée de départ était juste de dire je vais louer des scooters électriques, mais après je me suis dit mais oui, mais tu pourrais mettre une centrale solaire, ça serait pas bien compliqué d'en mettre une quoi. Bon, et puis tu pourrais mettre une appli quand même parce que tu vas pas faire du papier, tu travailles dans le digital. Et puis bah, finalement tu vas pas juste les louer quoi, ça serait bien qu'ils soient vraiment partagés et que le tarif il soit vraiment adapté, que tu puisses travailler avec les mairies, que tu puisses travailler avec l'ADEME, que tu puisses travailler avec des institutions pour que derrière il y ait une émulation autour du sujet. Donc, et finalement tout ça c'est venu un peu au fur et à mesure. Je pense que ça dépend, chacun voit vraiment midi à sa porte, mais qu'aujourd'hui à mon avis pour créer une entreprise soit pérenne, il est important qu'elle soit assise sur des valeurs qui ont un sens pour les gens qui gravitent autour du projet. Ok. Alors, donc tu as créé l'entreprise en juin 2019, on va dire quasiment 6 mois après, un petit peu plus, le Covid est arrivé. Est-ce que ça t'a fait changer de point de vue sur ton projet? Comment tu as vécu un peu cette crise? Parce que le projet du coup était quand même très très jeune quand la crise est arrivée. Comment ça t'a impacté dans le quotidien et dans la vision que tu as du projet? Alors j'ai essayé de justement être le moins impacté possible, de pas trop changer ce que j'avais déjà un peu prévu, de lancer les financements, de continuer à faire l'application, de continuer à avancer comme selon le planning du projet. Même si forcément il y a un côté remise en question de se dire bon, il y aura moins de touristes, donc du coup il va falloir les enlever des clients, et du coup il va falloir pivoter un petit peu le modèle en se disant on s'adresse plus à une population locale ou quasi exclusivement locale, au lieu d'aller s'adresser aux hôtels et aux touristes qui y séjournent. Donc ça a été principalement ça, en disant bon, la source de revenus va devoir changer. Après sur le reste j'essaie de continuer à avancer comme avant et de maximum possible se dire que c'est pas un obstacle plus gros qu'un autre. Pour l'instant c'est ce que je me dis. Maintenant je vais aller me confronter à la réalité du marché, des banques et des financiers qui vont dire là non c'est pas une bonne idée, non on ne suivra pas, ou alors oui c'est le bon moment, il faut peut-être justement dans cette vague de creux avoir des choses qui sont un peu porte-étendard d'un nouveau monde, du monde d'après. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière cette expression, mais en tout cas de quelque chose qui peut changer demain. Et donc pour l'instant ça m'impacte pas trop, hormis le fait que effectivement je suis content de ne pas avoir lancé le service avant le Covid. Parce que ça aurait été, je pense, très compliqué. Ouais, exactement. Là, pour l'instant, on a assez peu de charges. On a juste quelques scooters, donc ça nous permet de faire les tests de notre côté. Mais moi, j'essaie de continuer à avancer comme avant et de faire abstraction un petit peu à l'ambiance en me disant on a une espèce de mission aussi en tant qu'entrepreneur d'essayer de continuer à lancer des choses malgré l'ambiance qui peut être un peu morose et économiquement. Ouais, d'accord. Et donc au travers de cette première année d'existence, alors c'est peut-être un peu tôt encore pour faire le bilan à ce niveau-là, mais est-ce que tu as eu à faire des sacrifices personnels, professionnels? Comment l'entreprise, le projet, le scout a pu t'impacter personnellement? Alors, je dirais qu'il n'y a pas eu trop de sacrifices. Le seul truc, je pourrais dire, c'est les petits calls à 6h30 du matin pour être raccord avec les développeurs qui sont en hexagone. Mais s'il y a un peu de sommeil sacrifié. Alors on se lève tôt ici quand même. Donc ça va, ouais, ça va. Donc ça colle. Mais sinon, non, assez peu de choses. Le sacrifice, pour moi, non. Après, je dirais pour Maria, fiancée peut-être, qu'il y a des trucs. Effectivement, quand on entend parler d'un truc tous les jours pendant 2 ans en disant mais à ton avis si je fais ça, et si ça je le fais comme ça, et si ça à ton avis ça va plaire, ah ouais pour la vidéo qu'on va tourner demain je pense qu'on va faire ci, et ça à mon avis c'est plus de son côté. Et c'est important d'avoir le soutien de ta partenaire justement dans ce projet, ou c'est quelque chose, voilà, vous divisez bien les... Ah non, c'est super important, je trouve ça super important parce qu'il y a justement des moments du projet où il faut accélérer des choses, où on a un peu moins de temps perso, où on doit aussi un peu sacrifier
du budget, quoi, de vacances, de resto, de trucs, parce que c'est un peu plus ric-rac. Et donc c'est hyper important que, enfin, pour moi c'était hyper important que Maria soit partie prenante et que elle aussi elle intègre ses valeurs, qui d'ailleurs elle a beaucoup poussé les valeurs aussi, puisque elle fait très attention. Donc on trie à la maison, on a des gourdes, pas de couverts en plastique, rien, pas d'assiette jetable quand on fait des pique-niques, des trucs comme ça. Donc c'est aussi, je pense, cette moitié qui apporte quelque chose dans le projet et qui fait qu'on arrive à trouver encore mieux que ce qu'on aurait trouvé tout seul. Ouais, d'accord. Ok. Alors justement, le fait d'être en couple, c'est une question que parfois je pose à certaines femmes entrepreneurs. À un moment, est-ce qu'en étant femme et parfois mère et parfois etc., ça change l'approche entrepreneuriale? Mais est-ce que toi, en tant qu'homme entrepreneur, mais en couple, dans une relation voilà, de longue durée, etc., est-ce que ça change? Est-ce que ta vision de l'entreprise est différente? Est-ce que ta vision de toi en tant qu'individu a changé depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Comment tout ça se coordonne? Comment toutes les pièces du puzzle se mettent un peu en place? Moi, rien de spécial a changé, mais c'est vrai que je suis très influencé par l'avis féminin. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça en politiquement correct, mais je trouve que je fais très attention à ce que je fais soit tout public. Ouais. Que ça soit le maximum possible inclusif, même si on parle quand même d'un service qui a un coût, d'un service qui est un peu premium. Donc, mais en tout cas, un truc qui soit le plus possible accessible aux hommes, autant qu'aux femmes, autant qu'aux jeunes. Et c'est vrai que dans cette relation de couple, elle utilise par exemple Maria mon scooter, et la béquille est chiante. Donc, la béquille, pour la mettre, elle n'est pas bien adaptée. Le scooter, il est un peu lourd, et donc du coup, elle trouve pas ça top, quoi. Donc, on a travaillé avec le fournisseur de scooter pour essayer de trouver un moyen pour que la béquille soit plus facile à mettre, pour que le scooter puisse être utilisé par un tout à chacun. Par tout gabarit. Voilà. Ouais. Donc ça c'est des choses, je trouve, c'est des retours qui sont importants, intéressants, et il faut avoir le regard de quelqu'un d'autre pour trouver d'autres problèmes et du coup y mettre en face d'autres solutions. D'accord. Donc ouais, pour moi c'est ouais, la vision de couple et la vision féminine, puisque moi je suis un homme et donc je vois déjà à peu près les problèmes de mon côté, a été importante pour ajouter des briques à IOScoot. Apporte de la perspective additionnelle, voilà, pas forcément toi. Ouais. Ok, intéressant. Et nous sommes de retour, toujours avec Arthur de HelloScoot qui a laissé son scooter de côté pour nous rejoindre pendant quelques minutes. Ça va toujours, Arthur? Toujours bien, merci. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de ta journée type en tant qu'entrepreneur? À quoi ça ressemble ta journée d'entrepreneur? Par quoi tu commences? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors, en général, en ce moment, j'ai un call à 6h30 le matin. Donc j'ai une heure d'échange téléphonique. Ensuite, j'ai une heure ou deux pour trier les derniers mails qui sont arrivés, de faire un peu de veille, puisque je trouve ça important de rester un peu à l'affût des choses qui se font ailleurs et des informations importantes. Ensuite, je passe à Prism, où je rejoins Cameron, qui est en stage en ce moment et qui me donne un gros coup de main pour animer notamment les réseaux sociaux et pour réfléchir à la stratégie de recrutement des futurs clients d'HelloScoot. Ensuite un sandwich vite fait ou une salade, c'est mieux, il faudrait une salade sans emballage si possible aussi, voilà. Et l'après-midi il y a plusieurs réunions avec des partenaires, donc ça peut être des banques, ça peut être des partenaires chez lesquels on essaie de trouver des parkings pour pouvoir garer nos scouts, des informations auprès des mairies pour nous faire connaître, des auto-écoles, puisqu'on voudrait fournir un service optionnel de formation, d'initiation à la conduite des deux roues pour essayer de faire en sorte que nos clients puissent avoir une mini-formation d'une heure ou deux pour se rassurer avant d'utiliser le service, qu'on prendra en charge en plus. Donc voilà. Ça m'intéresse parce que moi je suis vraiment pas allé sur les deux roues, donc ça m'aidera bien. Très bonne idée. Ouais, en fait c'est ce dont on s'est rendu compte en discutant, justement, en se mettant à la place d'autres gens, c'est que il y a plein de gens qui disent trop bien le scooter, mais moi j'en ai conduit un il y a 10 ans et je suis pas super à l'aise. Le front de mer, il y a 6 voies, c'est pas top pour circuler et se faufiler. Donc comment on fait pour faire une heure de rappel de comment ça marche, frein arrière, frein avant, les rétros,
les pleins phares, comment on accélère, l'équilibre, comment on fait, et rassurer les gens avant qu'ils utilisent le service. Ouais. D'accord. Okay. Et donc à quelques mois du lancement, comment tu vois l'avenir pour HelloScout? Comment je vois l'avenir? Si je dois me projeter, ça serait trop stylé si on disait demain on peut louer des trottinettes, des vélos, des scooters avec la même application pour aller de l'aéroport de Faha jusqu'à Bora Bora directement avec une seule app. Et là, ça serait top. Top possible. Si on pouvait être sur plusieurs îles et avoir un service qui fonctionne sur plusieurs îles avec une application qui s'adresse à la fois aux locaux et à la fois aux visiteurs, et faire tout ça en collaborant avec les mairies, en collaborant avec le port autonome, en collaborant avec les grands hôteliers et les sociétés de taxi aussi pour avoir quelque chose qui soit cohérent dans le paysage de la mobilité, ça serait topissime. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, tu sens que ça va se faire, ou comment tu En tout cas, on essaye dès maintenant, j'essaye dès maintenant d'aller rencontrer mon travail, on essaie de travailler avec le port autonome pour voir comment on peut avoir des places dédiées pour les scooters, on essaie de travailler avec la ville de Papeete pour voir comment on peut éviter d'avoir ce syndrome des trottinettes qui sont circulées en plein milieu du trottoir, mais plutôt avoir des espaces qui sont bien délimités. On travaille avec des énergéticiens, des stations-service pour voir comment on peut s'intégrer dans leur paysage aussi, parce que les stations-service sont quand même des lieux de vie qui sont importants en Polynésie, puis ils sont super bien placés en général. Donc j'essaie déjà de fédérer un espèce d'écosystème de gens qui pourraient être partie prenante du sujet à plus ou moins long terme. Ce que je sens, c'est qu'il y a quand même une grande phase de conviction. Enfin, d'abord, il faudrait qu'ils voient. Et qu'ensuite, peut-être, il pourrait y avoir des choses qui pourraient se lancer, d'autres choses qui pourraient se lancer. Sur la partie trottinette et vélo, malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur les aménagements sur la route pour que ça soit assez sécurisant pour les usagers. Et j'espère que ça va avancer rapidement parce que ça serait vraiment des super services et super solutions, autant pour les gens qui viennent visiter la Polynésie que pour nous pour se déplacer en ville. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que ta façon de voir l'avenir, et pour le voir optimiste, c'est pas d'attendre que ça se passe, c'est d'essayer de créer la dynamique pour que ça aille dans le sens qui, pour toi, te conviendrait ou conviendrait à ton entreprise. Tout à fait, ouais, tout à fait. En étant optimiste, je me dis que ça pourrait se faire comme ça. En étant pessimiste, je me dis, il y aura déjà une première brique. Si jamais ça peut pas être des vélos, des trottinettes, ça pourrait être des voitures, et donc du coup, ajouter le service par au-dessus plutôt qu'aller par en dessous. Mais je suis assez optimiste sur le fait qu'il va y avoir du changement dans la mobilité urbaine comme elle se fait aujourd'hui à Tahiti, surtout à Tahiti, parce qu'il y a cette grosse pub qui se fait partout en Europe ou aux États-Unis et qui existe depuis déjà très longtemps en Asie, où finalement les différents modes de circulation cohabitent. Et j'espère sincèrement qu'ici les élus, les associations, les banques vont participer pour faire émerger davantage de projets qui permettent de mieux vivre en ville, parce qu'on habite finalement tous, la bonne moitié de Polynésiens qu'on est, dans une zone urbaine. Et donc c'est bien là l'enjeu qu'est de mieux habiter ensemble, de mieux se déplacer, pas se garer à un borne de là où j'ai mon rendez-vous, pas tourner pendant 3 quarts d'heure, pas payer un bras le parking, etc., etc. Et tu penses que la société comme l'économie sont prêts à faire ce changement, à faire cette évolution, de ce que tu as pu observer ces derniers mois? Je pense qu'il y a, c'est un peu la courbe d'évolution d'apprentissage, elle est très, c'est mon côté consultant, mais tu sais, c'est un peu cette ellipse où tu as trois parties, donc tu as très peu de gens au démarrage qui sont un peu les locomotives, les early adopters. Après, tu as le ventre mou de gens qui disent bon, ça a l'air cool, donc je vais essayer, je vais suivre. Et après, tu as les gens de toute façon qui n'iront jamais et qui disent c'est mort, ça a l'air nul. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont preneurs et qui sont sensibles à ce genre de discours et qui ont de l'énergie pour faire avancer ce genre de choses. Donc, j'essaie de trouver ces gens-là et j'essaie de faire des partenariats avec ces gens-là. Et ensuite, de dire, derrière, j'espère que ça va faire une onde de choc, mais c'est beaucoup de conduite du changement, quoi. Comme dans un projet informatique, comme j'ai pu faire, je trouve que c'est de la communication, répéter les messages, être sensible au retour qu'on nous fait, comprendre pourquoi les gens qui sont dans le ventre mou, qui sont réfractaires, le sont, du coup, quel message on peut mettre en face, quelle solution on peut mettre en face.
Voilà, qui sont les gens qui sont décideurs ou influenceurs et qui vont un peu dans le sens inverse des idées pour pouvoir aller les convaincre, pour pouvoir aller les embarquer. Voilà, je prends ça plutôt comme de la conduite du changement, un gros challenge de conduite du changement à l'échelle territoriale, mais en trouvant des gens qui sont juste parce qu'ils sont à leur poste et qu'ils ont dans leur environnement des clients, des fournisseurs ou un périmètre d'action, des collaborateurs peuvent essayer de faire changer les choses, exactement comme ce podcast qui me donne un peu de visibilité pour ce discours et grâce à toi, je te remercie encore de dire comment on peut essayer de faire changer les choses et s'il y a des gens qui veulent le faire, qu'on se rend compte et qu'on arrive à trouver des synergies et un discours commun. C'est un petit peu le boulot de l'entrepreneur, c'est de dire aux gens, vous ne savez pas encore, mais vous avez besoin de ça. Ouais, voilà, avec beaucoup d'humilité, oui, bien sûr. mais exactement, ouais, de dire, voilà, je pense qu'on pourrait faire ça, est-ce que vous êtes chaud, on y va ensemble, et voilà, on essaie de faire ensemble. Pour vous. Voilà, exactement. Ok. Alors, une question que j'adore poser à la fin du podcast, et on y arrive tranquillement, où là on va rentrer un peu dans le cœur de ton vécu d'entrepreneur. Est-ce que sur cette année et quelques vécus dans Hello Scout, il y a une chose qui a pu t'arriver ou à laquelle tu as pensé ou un ressenti que tu as eu que tu n'as jamais osé dire à qui que ce soit d'autre et que tu pourrais nous confier au travers du micro des Curious Buzz aujourd'hui? Alors pourquoi je pose la question? Pas parce que je veux être un malotru et rentrer dans ta vie privée, mais parce que c'est bien souvent là qu'on ressent quel est vraiment l'élément au cœur de la vie de l'entrepreneur. Et les autres épisodes, on a eu des témoignages assez intéressants. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu serais prêt à avouer publiquement devant tout le monde, sans que ce soit quelque chose de trop privé, mais voilà, quelque chose que tu t'es dit, voilà, pendant longtemps j'ai fait ça, et puis j'aurais pas dû, ou telle chose. Ouais, si, il y a un truc, c'est si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ouais, si j'arrête, parce que on a été beaucoup soutenu avec Hello Scout, on a eu le concours du tourisme. Récemment, on a eu le dispositif d'aide au digital. Donc, ça va beaucoup au-delà d'avoir des financements qui permettent de lancer le projet. Ça va beaucoup dans le sens de on rencontre des gens, donc on fédère des gens autour du projet, qui est aussi l'objectif. Mais c'est plutôt de dire dans 3 mois, si jamais vraiment il y a trop de freins, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs et que j'arrête. Qu'est-ce qui se passe de tout cet argent? C'est la question. La question de qu'est-ce que je fais pour le dépenser intelligemment et est-ce que je me le mets dans la poche et que finalement je me suis fait un salaire en me disant ça fait 1 an et demi que je ne me paye pas sur le projet, donc du coup c'est bien mérité, ou est-ce que je me dis il faut encore que je fasse pivoter le modèle de l'entreprise pour aller faire un autre truc qui correspond toujours, qui est pas trop loin ou qui est complètement rien, je sais pas. Mais ouais, ça c'est ma grande question dont je parle pas parce on peut pas parler du projet qui s'arrête avant d'avoir démarré, bien sûr. Oui, c'est compliqué effectivement, voilà. Mais c'est vrai que ça permet aussi de voir le poids des responsabilités quand on a des investisseurs, des partenaires. Ils ont des attentes et comment on est sûr de garantir ces attentes. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a les fournisseurs aussi, puisqu'il y a un grand travail de conviction au début de dire, voilà, un de mes trucs principaux c'était quand tu dis Tahiti, le mec qui est à Paris dans son bureau il dit Haïti, déjà il comprend pas, une fois sur deux, en étant un peu caricatural. Et après quand tu lui dis le marché c'est magnifique, c'est Bora et tout, il dit ouais génial. Et après quand il regarde qu'il y a 300 000 habitants, 300 000 visiteurs, il dit oui mais nous on est sur des marchés à Sao Paulo avec des dizaines de millions d'habitants, on n'est pas sur les mêmes ordres de valeur. Et donc là il faut vraiment faire jouer des arguments, il faut être séduisant sur le fait que on va faire aboutir le projet et qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'en face c'est quelqu'un qui a un poste dans une boîte, un commercial ou un chef de projet ou un patron d'une petite boîte qui nous fait confiance et qui dit bon ok je te suis, je te file ça, on va regarder et donc là c'est voilà, pas laisser tomber et dire bon voilà là j'ai payé un premier tiers des scooters, il me reste 2 tiers à payer, il faut que j'ai le prêt pour pouvoir honorer ce que j'ai déjà fait parce que sinon je le laisse sur le bord de la route. Donc ouais, ça, il y a cette responsabilité, elle est assez forte vis-à-vis des autres. Ok, super. On mesure aussi, voilà, parfois comment ça représente un certain poids des responsabilités, et que c'est pas que ton projet au final, même si c'est toi qui l'as fait naître. Non, c'est ça, ouais. Rapidement, ça devient le projet de plein de personnes. Ok, super. Merci d'avoir accepté de confier ça. Alors, une dernière pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs éventuellement? Ton projet, sur ton avenir, sur leurs potentielles idées, s'ils sont de futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, alors il y a une citation que j'aime bien d'Oscar Wilde qui dit
faut toujours viser la Lune parce qu'en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Je la trouve jolie parce qu'elle est très poétique, mais aussi cette idée de dire qu'il faut viser assez loin dans le projet, de dire ne pas hésiter à se rajouter des contraintes, à se rajouter des étapes pour faire quelque chose qui soit assez complexe, assez compliqué, parce que c'est motivant intellectuellement, parce que on peut aller un peu plus loin et parce que plus on va rajouter de choses, plus la valeur ajoutée va être forte finalement derrière pour les clients et potentiellement pour la société ou pour l'environnement ou pour les valeurs qu'on porte. Il faut être ambitieux. Quoi. Ouais. Et pas hésiter. Du terme, voilà, ça, exactement. Se dire pourquoi pas aller plus loin encore. Voilà, et rêver grand. Quoi. Ouais. Ok, super. Bah écoute, très belle idée pour terminer cet épisode. Arthur, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir parqué ton scooter à côté de chez nous et d'être passé pour discuter avec nous. Bon vent et bonne route à Hello Scoot. On espère voir ces jolis scooters jaunes dans les rues de Papeete d'ici très peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc l'épisode 5 des Curious Buzz avec Arthur Sekadi, le fondateur de Hello Scoot. Et n'hésitez pas, si vous êtes à Papeete, dans quelques mois, à repérer les scooters jaunes et à utiliser ce service innovant en Polynésie. De mon côté, je vous retrouverai pour un nouvel épisode des Curious Buzz très prochainement. Continuez à nous suivre et à rester abonnés ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur vos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, nous sommes partout. Et on se retrouve donc très bientôt. Merci à toutes et à tous. Nana!